Bien, bonjour mesdames et messieurs d'être venus et merci d'être venus de bon matin, un dimanche, alors que si j'ai bien compris, il y a Dune, le film qui tourne en même temps dans une autre salle ici. Et donc l'Europe est en forte concurrence, mais nous le savions déjà. Et nous sommes très heureux donc de vous recevoir avec Luc van Middelaar, que vous connaissez déjà puisqu'il est intervenu hier, ici même, sur la question du Brexit, et Sylvain Kahn, que vous connaissez tous, puisqu'il intervient partout, si je crois bien, et il a un don d'ubiquité, quand je pense qu'il doit être en train de parler dans une autre salle par vidéo. Donc nous avons là en fait deux piliers de ce festival important, et pour aborder eh bien, l'avenir, c'est-à-dire quelle pourrait être l'allure, le contenu de cette Union européenne en 2030, en 2050. Je laisserai les intervenants un peu décider, sachant que nous sommes tous les trois des historiens. Et les historiens sont meilleurs à prédire le passé que l'avenir. Toutefois, ils ont peut-être une qualité, c'est que par leur connaissance du passé, ils ont, disons, l'idée de scénarios possibles et de scénarios donc impossibles. Et quand on dit que l'impossible peut se produire, c'est très souvent qu'il n'a pas été suffisamment pensé. Parfois même qu'on a refusé de le penser. Mais on va essayer de mettre en place aujourd'hui, avec votre aide, car nous vous donnerons évidemment la parole à la fin de ce séminaire élargi, nous pensons qu'il y a un certain nombre de scénarios possibles, qui sont différents selon les intervenants, qui sont différents selon les sujets, et qu'il y en a d'autres qui sont sans doute moins possibles, voire impossibles. On va tenter cela. Pour commencer, je voulais donc les présenter rapidement, même si, encore une fois, la plupart d'entre vous, comme le montre votre fidélité, les connaissent. Alors, à ma gauche, Luc van Middelaar, qui est un intellectuel, on peut le dire, une espèce pas si fréquente aux Pays-Bas qu'en France. En France, c'est la bonne traduction, je crois. C'est un intellectuel, il est universitaire de très haut niveau, mais il est très modeste, donc il ne veut pas le dire. Et il est très lié à la France. On peut dire que c'est peut-être l'un des rares grands intellectuels néerlandais qui soit encore francophone. Je le connais depuis longtemps, je ne sais pas s'il est francophile, mais il nous le dira. En tout cas, il est francophone et connu en France, notamment par la traduction de deux livres majeurs chez un éditeur qui n'est pas tout à fait le moindre, Gallimard, Le passage à l'Europe, qui a véritablement révolutionné la théorie de l'Union européenne dans le monde académique, et y compris d'ailleurs chez un certain nombre de politiques que rencontre régulièrement Luc van Middelaar. Et puis son deuxième livre, Quand l'Europe improvise, il n'aime pas qu'on le dise, mais c'est un peu la suite du précédent, c'est-à-dire les 10 dernières années, mais revues avec une révision, on peut dire, des paradigmes qu'il avait mis en place dans le premier livre, Le passage à l'Europe. Et le tout dernier, Bébé, étant encore dans une langue étrangère, enfin, en néerlandais pour vous c'est très facile, mais il est aussi traduit en anglais et en allemand, je parle sous son contrôle. Il a d'abord été d'ailleurs publié en Allemagne, et nous espérons tous que ce sera une traduction française pour bientôt. Pandémonium, comme son nom l'indique, Luc est très, très doué pour les titres, c'est évidemment un jeu de mots sur pandémie, et donc c'est la chronique de la crise pandémique en Europe, la réaction de l'Europe face à ce qui s'est produit, ce qui se produit, et qui, nous l'espérons tous, va cesser de se produire. Voilà donc pour Luc, qui est, je crois, très bien armé pour, à partir des réalités du passé et des paradigmes de l'Europe, nous parler de ces hypothèses d'avenir. Et nous commencerons justement par le Covid, car il se trouve, les choses sont bien faites, que Sylvain Kahn vient d'écrire un très bel article, et que je vous recommande tous, dans Hérodote. Les deux partagent une grande qualité qui devient rare, la clarté et la précision, sur justement la crise sanitaire en Europe et ses effets. Donc nous avons pensé tous les trois qu'avant de partir vers le futur intergalactique, il serait pas mal de resituer l'Europe aujourd'hui dans ce que la crise Covid lui a apporté, en quoi elle l'a handicapé, en quoi elle l'a stimulé,
car il y a un paradoxe. Je crois qu'on peut partir de cette idée exposée justement par Sylvain dans son article, c'est-à-dire cette idée que c'était mal parti. Rappelez-vous, il y a 2 ans, des unions, barrières nationales, chacun pour soi, et puis on débouche sur un plan de relance, sur la vaccination au niveau européen, et tout cela, évidemment, mérite de faire un bilan et d'abord une explication de ce qui s'est passé et dans cette rupture. Comme le présente lui-même Sylvain, je vous lis, c'est très clair, pour lancer ce premier enjeu. Dans la crise sanitaire, les Européens ont considérablement accru leur intégration politique. La pandémie tragique de la Covid-19 confirme la singularité de plus en plus forte de l'entité territoriale que tissent les Européens sous le nom d'Union européenne. Mais elle révèle aussi, balancement de la pensée, que les particularismes de l'Europe, il en parle dans son article, l'aversion au risque, le vieillissement, la désindustrialisation, caractérisent dorénavant les Européens comme société et pourraient faire de l'Europe un acteur de moins en moins central et de moins en moins autonome dans le monde. Donc vous voyez comment Sylvain Kahn passe de l'enjeu immédiat à justement des perspectives à plus long terme sur le thème des enseignements de la Covid. Alors j'ai beaucoup parlé, pardonnez-moi, mais je vais faire un peu modérateur participant parce que je dois excuser une interlocutrice allemande qui est Anja Thomas, qui, pour des raisons de santé, a dû se décommander au dernier moment. Donc j'essaierai d'apporter un petit peu ma pierre et voir quelques provocations à mes collègues et néanmoins amis. Alors je propose que nous commencions donc par ces enseignements du Covid, de la Covid. Vous savez, cette bataille sémantique. Donc, qui voudrait commencer? Je propose Sylvain, que Sylvain commence, puisqu'il a traité ce sujet en français, et on attendra donc la traduction de Luc pour le traiter tout en français. À vous de jouer, Sylvain. Merci, merci Christophe. Merci à tous d'être là ce matin. Oui, alors effectivement, juste pour l'articulation entre, disons, la réaction des Européens, ou ce qui se met en place par les Européens dans la crise pandémique, donc articuler cela et ce que ça révèle de possible sur la manière dont les Européens vont évoluer dans l'avenir, effectivement fait apparaître une tension, me semble-t-il. C'est une lecture possible, bien entendu, que je livre ici pour la discussion, sans certitude. La tension ou le paradoxe, c'est effectivement que, mais Luc en parlera sans doute de manière encore plus détaillée, puisque moi j'ai écrit un article et lui il écrit un livre sur le sujet, donc c'est que d'une façon qui par ailleurs était inattendue, les Européens, on pourrait dire collectivement, avant de rentrer dans le détail des institutions européennes, on pourrait dire que collectivement, les Européens ont fait face. On fait face dans la tragédie. Puisque, disons, la pandémie frappe l'Europe fin janvier, début février, de façon très rapide, très massive, en particulier sur le théâtre italien, en particulier en Italie sur le théâtre lombard, en particulier au sein de la Lombardie, dans la ville de Bergame. Ça commence là de façon extrêmement saisissante, très brutale, très violente. Puis après, il y a eu, si j'ose dire, des répliques. En France, pas loin d'ici, en Alsace, même parfois ici, des répliques à Saint-Dié ou dans les Vosges. Bon, mais il faut bien voir que le fait que ça arrive ou que ça démarre, si j'ose dire, par la Lombardie, et en Lombardie par Milan et par Bergame, frappe les Européens, et en particulier les Allemands, parce que pour dire les choses de manière schématique ou imagée, la Lombardie, c'est un des poumons de l'Europe. C'est un peu comme si, c'est comme si en France, si vous voulez, Paris ou l'Île-de-France avait été frappée de façon extrêmement rapide.
Ça veut dire que la première région économique d'Italie, l'une des premières régions économiques d'Europe et l'une des premières ou des principales régions économiques du monde se trouve frappée par la pandémie. Et donc ça révèle effectivement une vulnérabilité très grande. Et par rapport à ça, donc d'une manière qu'on n'attendait pas, en raison des lenteurs avec lesquelles les Européens s'étaient mis en ordre de bataille pour répondre à la crise des dettes souveraines et de la zone euro pendant la décennie s'achevant, les Européens réagissent très vite. Bon, je ne rentre pas dans les détails ici, peut-être que Luc le fera ou qu'on le fera pendant la discussion. Voilà, réagissent très vite, à la fois sur le plan d'une politique sanitaire qui se met en place à l'échelle européenne avec les différents acteurs, Commission, Conseil, États membres, États locaux. Il faut bien voir que dans beaucoup d'États membres de l'Union européenne, on a des États fédéraux, et que c'est au niveau des États locaux, donc des États fédérés, que les acteurs des politiques de santé publique sont les plus actifs. C'est le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en partie en Espagne, c'est le cas, je parle sous le contrôle de Luc, pour partie aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Bon, en Belgique, on dit souvent qu'il n'y a pas du tout de politique publique, qu'il n'y a pas d'État, ni national, ni local, mais quand même, bien. Donc il y a une mobilisation à la fois sanitaire, et puis très rapidement, on va dire, financière et économique. Bon, je ne rentre pas dans les détails, qui aboutit à ce qu'on connaît tous aujourd'hui, à savoir le déploiement du plan de relance. Bien. Et le fait que, après, si j'ose dire, un bilan ravageur pendant les premiers mois, l'Europe, aujourd'hui, est dans le monde, disons, l'entité territoriale ou l'espace où le taux de pénétration de la vaccination est le plus élevé et où la pandémie et la circulation du virus est le mieux contenu. Voilà. Bon, là, ça, c'est le point d'arrivée aujourd'hui. Donc il y a ça. Et en même temps, ça révèle des choses. C'est-à-dire que la manière dont les Européens ont été frappés a révélé un certain nombre de vulnérabilités qu'on soupçonnait ou qu'on connaissait, mais dont on ne voyait pas forcément, dont on ne mesurait pas forcément, disons, la profondeur. Alors, c'est-à-dire que moi, ce qui me paraît frappant, encore une fois, c'est une hypothèse, c'est qu'il y a un constat partagé dans toute l'Europe par tous les Européens. Ce constat partagé, il y a quelques points, c'est on dit, en fait, depuis 10-15 ans, on n'est plus si dynamique que ça, notamment sur le plan industriel, notamment sur le plan de la recherche-développement. Le fait que, pour les Français, même un laboratoire comme Sanofi n'ait pas été fichu de développer un vaccin a été extrêmement frappant. Et finalement, comme vous le savez, bon, certes, il y a AstraZeneca, qui est un peu un condominium suédo-britannique. Certes, Moderna, il y a une start-up allemande, mais globalement, les vaccins ont été produits, d'abord développés, puis produits par des firmes américaines. Bon, même si AstraZeneca, on peut dire que c'est un peu britannique. Donc, on a quand même la révélation qu'à l'échelle européenne, et c'est ça qui est, me semble-t-il, assez aigu, on efface tout d'un coup les représentations qui étaient les nôtres sur il y a un centre européen qui se situe plutôt dans l'Europe du Nord-Ouest avec 2 types de périphéries ou 3 types de périphéries. Là, en gros, on a un peu l'impression que c'est l'Europe entière, y compris avec son centre, qui se trouve peut-être avoir été ravalée sans qu'on s'en rende compte au rang d'une périphérie de l'espace mondial. Voilà, on innove moins, moindre dynamisme, qui correspond, ça, on en a entendu parler depuis longtemps, mais on pensait qu'on pourrait faire avec un moindre dynamisme démographique. Et donc il y a ce paradoxe, voilà, ce paradoxe où, alors peut-être que ce paradoxe en réalité est fondé dans cette faiblesse. Peut-être que c'est parce que les Européens ont senti intuitivement qu'ils étaient plus vulnérables que, un peu à l'image de ce qu'ils ont fait en 1950, ils se sont dit, puisqu'on est plus faible, on sera moins affaibli en étant unis. Voilà. Mais en tous les cas, c'est ce paradoxe-là, me semble-t-il, qu'on peut proposer comme hypothèse de lecture, parmi d'autres, à la crise pandémique.
Eh bien, merci. On va du coup voir ce qu'en pense Luc Van Middelaar. Tout de suite, il y a un enjeu qui est soulevé par ce que vient de dire Sylvain Kahn, c'est-à-dire une question que pose d'ailleurs Luc Van Middelaar dans un de ses livres, je crois dans Quand l'Europe improvise, c'est est-ce que l'Europe n'est capable d'avancer que par et dans les crises, hein? C'est une vraie question. C'est certain qu'elle avance dans et par les crises, mais est-ce que c'est la bonne solution, notamment si on veut anticiper? Luc, paradoxe, réponse. Voilà, merci Christophe, merci Sylvain et merci au public d'être avec nous. Je me réjouis de notre échange à venir tout à l'heure aussi. Je partage, je pense, le tableau d'ensemble que vient d'esquisser Sylvain Kahn. Pour lancer mes perspectives sur la pandémie, je ferai trois séries de réflexions. Premièrement, je pense qu'il est effectivement important d'insister sur la rapidité de la réponse, y inclus par rapport à d'autres crises. Et donc, insister sur l'écart impressionnant entre la faiblesse, la non-action, l'acrimonie du moment du début de la pandémie, janvier, février, mars, les ministres, 2020, merci Christophe, donc suite aux scènes infernales qui nous sont parvenues de Bergame, mais aussi de Madrid et d'ailleurs. Tout le monde tout à coup a pris peur, les frontières se sont fermées, il n'y a pas eu tout de suite de solidarité formelle européenne qui a été mise en place. Et sans surprise, là on est, disons, début avril, on commence déjà à prédire la fin de l'Union européenne. En Italie, le sentiment c'est bon, nous sommes à un moment de vérité, de détresse absolue. Si l'Union européenne, parce qu'elle n'aurait pas les compétences dans le domaine de la santé publique, des arguments juridiques de ce type, si l'Union européenne à ce moment de vérité n'est nulle part, à quoi bon cette union ? D'autant plus que la Chine arrivait avec du matériel médical avant les autres pays européens. On va y revenir plus tard dans notre table ronde, je pense. Comme je disais, prédiction de la fin de l'Union européenne, à la fois, et c'est bien connu par les voix du marché qui disent voilà, c'est la fin de l'euro, du marché unique, des voix qui se lèvent donc à Francfort, à Londres, à New York. Ça me fait toujours un petit peu rigoler parce que même des prix Nobel, lors d'autres crises, avaient prédit quasi au jour près la fin de l'union monétaire et de l'euro et ça ne s'est jamais matérialisé. Donc il faudrait qu'ils réfléchissent un petit peu. Mais il y avait aussi des voix, disons, plus graves, plus solennelles, des voix de la conscience. Il y a eu le pape à Rome. Vous vous souvenez peut-être des images où il a fait un discours à la place Saint-Pierre, vide, assez émouvant, mais où il a appelé le pape, qui vient quand même d'Argentine, aux nations européennes de se ressouder, de ne pas oublier qu'elles font partie d'une même famille. Jacques Delors, l'ancien président de la Commission, qui a dit, avec un fin sens de la métaphore, que le microbe est de retour. Et là, il voulait dire à la fois, bien sûr, par rapport au virus, mais aussi le microbe du nationalisme. Donc un moment très, très amer, très noir, mais en effet, dans un revirement assez surprenant, en tout cas pour la plupart des observateurs, quelques mois plus tard, et bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons juin, juillet, il y a deux décisions, toujours 2020, donc en l'espace de 4-5 mois, deux décisions quasi révolutionnaires. D'une part, les Européens ont décidé de mandater la Commission européenne d'acheter pour nous tous, pour tous les 450 millions européens, le vaccin, qui était quand même la lumière au bout du tunnel. C'était le salut devait venir du vaccin, et alors on a confié notre salut à la Commission européenne. C'est quand même assez radical comme décision, même si on a très peu parlé. Autre décision peut-être plus révolutionnaire, et celle-là par contre on en a beaucoup parlé,
hein, c'est le plan de relance qu'a aussi mentionné Sylvain Kahn et qui a été décidé en principe au mois de juillet avec 750 milliards, donc une somme immense de fonds ensemble qui seront prêtés sur les marchés par la Commission européenne. Enfin, beaucoup de tabous absolus lors de la crise de l'euro pour l'Allemagne dans le domaine monétaire ont sauté tout à coup. Donc rapidité impressionnante de cette réaction au rebond rapide. Hein. En anglais, c'est un peu un terme à la mode, mais on parle de resilience, la résilience dont l'Union européenne a fait preuve. Alors pourquoi? Ça, c'est mon deuxième point. Pourquoi? Mais ça tombe bien, je trouve que le FIG de cette année parle à la fois d'Europe et du corps. Parce que là, cher Christophe, il y a eu beaucoup d'autres crises avant, dont je parle en effet dans d'autres livres, mais c'était l'euro, c'était la monnaie, c'était les banques, c'était les réfugiés. Cette crise-là, dans mon analyse, une des raisons principales que la réaction politique a été tellement vite, c'est que nous avons tous été affectés. Tous les citoyens, dans notre corps quasi, on était tous potentiellement menacés par ce virus, où on avait des amis, où on s'inquiétait pour nos parents, etc. Donc il y avait quelque chose qui nous affectait tous de façon beaucoup plus intime, si je peux dire, que, même si c'est tragique, hein, mais des escarmouches à des frontières orientales ou des banques qui s'effondrent, où on voit des schémas de bourse, mais ce n'est pas nous. Cette crise-là, ça nous touchait nous tous. Et c'est pour ça je trouve fascinant dans cette crise, que l'opinion publique européenne, en fait, a émergé en quelque sorte. C'est-à-dire il y a eu un cri de détresse ou un appel de solidarité qui est venu avant tout de l'Italie, hein, Sylvain l'a rappelé, dans un premier temps, d'Espagne, ensuite de la France, vis-à-vis de tous les Européens. Et cet appel était trop fort pour qu'on puisse le négliger. Cet appel, dans une situation vraiment de crise de vie ou de mort, était plus fort que les réticences nationales habituelles de dire voilà, ce n'est pas une affaire européenne, etc. Et c'est cet appel qui a fait, et ça pour moi c'est l'élément géopolitique crucial de cette affaire, cet appel a fait bouger l'Allemagne. Cet appel a été entendu par la chancelière Merkel qui, elle, a changé la position de son pays radicalement par rapport à la crise de l'euro, où vous vous souvenez peut-être, bon, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y avait un autre soubresaut par rapport à la crise grecque, mais l'Allemagne ne voulait pas donner l'aide sans condition. Hein, et il fallait que ce soit des crédits qu'on repaye après. Alors cette fois, l'Allemagne a dit non. Hein, cette fois, on est prêt à offrir des dons. Hein. Après, on a parlé dans le jargon de subvention. Hein, ça faisait moins peur aux pays frugaux, dont je suis issu, donc je les connais bien. Donc ça a l'air plus techno. Hein, mais c'était en fait des dons. Et donc, des lignes rouges ont sauté vraiment sous l'impression, encore une fois, de la souffrance humaine et corporelle et les images infernales, d'où aussi le pandémonium, qui est la capitale de l'enfer, dans cette crise. Et j'insiste, c'est vraiment nouveau par rapport à, par exemple, la crise de l'euro, de la dette souveraine, où les grandes décisions étaient toujours prises, disons, du haut vers le bas. C'était des experts qui disaient aux hommes politiques, ici en France c'était le président Sarkozy à l'époque, bon, hein, Monsieur le Président, il faut agir parce que sinon le système financier s'effondre. Et ensuite c'était aux dirigeants politiques de convaincre des opinions publiques nationales, des parlements réticents qui n'avaient ni envie de réformer leurs économies, ni envie, encore une fois dans le cas des pays plus frugaux, de venir au secours d'autres pays. C'était vraiment du haut vers le bas. Et là, c'est quasi bottom-up. C'est venu d'en bas, ce cri de détresse qui a entraîné un mouvement. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça prouve qu'il y a quelque chose, au moins lors des moments de crise, où nous, Européens, sentons que voilà, nous partageons un événement qui nous tombe dessus, comme ça, un petit virus arrivé de Chine, et un événement auquel nous devons faire face ensemble. Je m'arrête là.
Pour le moment. Pour le moment. Oui, est-ce que, alors, pour passer justement la transition à Sylvain, est-ce que c'est vraiment si beau que ça, cette histoire? C'est-à-dire, voilà, les Européens ont été touchés dans leur corps à eux, hein, et pas le corps des autres, comme dans le cas de la migration, qui est aussi une histoire de corps, mais celui de l'autre, ce qui est quand même toujours moins grave que le sien. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment un cri de la population qui a été entendu par nos dirigeants, ou est-ce que c'est tout simplement ce que Sylvain Kahn soulève dans son article, le fait pratique qu'après avoir cru pouvoir échapper au virus, puisque le virus ne s'est pas répandu uniformément au départ, mais que finalement tous les pays ont été tôt ou tard touchés par vague 1, 2, 3, 4, on est à 4, hein, oui. Et que du coup, ils ont tous fini par comprendre qu'il fallait s'y mettre ensemble, puisque le virus ne demandait pas, je ne dis pas n'avait pas, mais ne demandait pas le passeport. Ça peut être les deux. Ça peut être à la fois en même temps. Voilà, hein, ça peut être les deux en même temps, effectivement. En même temps, une peur commune, une peur partagée. Hein, et en même temps, la conscience qu'on sera plus fort pour affronter cette peur à plusieurs, plutôt que seul chacun derrière ses frontières. Bon. Et donc, du coup, puisqu'on est effectivement sur Europe et Corps, ça veut dire que... Enfin, ça donne l'idée que peut-être pour la première fois depuis que la construction européenne, se manifeste, donc depuis 1950, il y a peut-être la conscience ou la sensation d'un corps collectif européen. Hein, bon, on a abondamment parlé pendant ces 3 jours ici au FIG, hein, Europe, avec est-ce qu'on met un S, est-ce qu'on ne met pas de S, est-ce que l'Europe est d'abord une société, est-ce que c'est une civilisation, est-ce que ce sont des valeurs, une culture, et du coup, est-ce qu'on peut réduire, entre guillemets, l'Europe à l'Union européenne, ou alors si on dit que l'Union européenne, on appelle ça l'Europe, quelle définition donne-t-on à l'Europe? Et effectivement, peut-être que ce qui apparaît, ou ce qui cristallise avec cette crise pandémique, c'est effectivement une certaine conscience politique qu'il existe une société européenne. Et quand je dis une société européenne, attention, il ne s'agit pas, j'emploie à dessein le mot société, parce que dans toute société, il y a des différences, il y a de la pluralité, il y a des divisions, il y a des affrontements, il y a des confrontations, il y a des tas de désaccords. Mais néanmoins, on va dire que dans le cadre d'une société, ces divisions ou ces désaccords sont médiatisés par l'idée qu'on les a entre nous. Voilà, et que donc on peut les gérer entre nous, même quand ils sont violents ou conflictuels. Hein. Et là, effectivement, comme le disait Luc, je ne dis pas que c'est forcément la première fois, mais en tout cas, depuis le fameux grand élargissement où l'Europe est passée en quelques années de 15 à 28, bon maintenant on n'est plus que 27, en réalité ce grand élargissement, on pourrait même dire que c'est quand on est passé de l'UE à 12 à l'UE à 28, parce que finalement ça s'est fait dans un pas de temps assez rapide. Hein. On était quand même resté tout au long des 20 premières années du 21e siècle sur l'idée que, en tous les cas, du point de vue des Français, du point de vue, je crois, des Néerlandais, moins du point de vue des Britanniques, mais finalement c'est les Britanniques qui sont sortis, sur l'idée que, bon, faire cette unité européenne, c'était compliqué parce que malgré tout, il y avait des sous-ensembles qui résistaient. Hein, bon. À tort ou à raison. Hein. Moi, j'ai le sentiment que c'est beaucoup des représentations, c'est beaucoup des stéréotypes, bien davantage hein, que dans les faits, la dynamique, si vous voulez, d'une accrétion européenne était beaucoup plus forte que les représentations stéréotypiques. Mais peu importe. Là, justement, ce qui cristallise dans la conscience de la pandémie, c'est que même s'il y a des différences, de la pluralité, on ne parle plus de fragmentation. Hein, on ne dit plus, encore une fois, il y a les Européens de l'Est, les Européens de l'Ouest, les Européens du Nord, les Européens du Sud. On pourrait dire que face à la pandémie, nous sommes tous Européens. Hein, voilà, pour
parodier des slogans célèbres de l'histoire politique française récente. Là, d'une certaine manière, face à l'Europe, nous sommes tous européens. Hein. Il n'y a plus de, effectivement, Luc le rappelait, il n'y a plus de, ah ben non, on ne va pas aider les Grecs ou les Italiens, puisque pendant la crise de la zone euro, on disait, bah oui, ils sont dans la mouise parce qu'ils l'ont bien cherché. Ils n'ont pas fait d'efforts. Donc, d'une certaine manière, ce qui leur arrive, c'est triste, mais c'est mérité. Là, bon. Et d'ailleurs, ça c'est très intéressant, c'est que les stéréotypes sous-régionaux ont tous volé en éclats. Parce que si vous regardez, et notamment pendant les 6 premiers mois de la pandémie, c'est très très frappant, si vous essayez de superposer la carte, disons, la carte des pays européens en prenant comme gradient les pays, enfin, le gradient du taux d'incidence et surtout du taux de mortalité lié au Covid, d'accord ? Eh bien, vous ne pouvez pas superposer cette carte avec la carte habituelle du respect des critères de Maastricht. Hein, donc, vous vous rendez compte que parmi les pays les plus endettés, les plus déficitaires du point de vue des finances publiques, vous avez la Grèce, et la Grèce est, on l'a peut-être oublié, mais c'était pourtant le cas, hein, la Grèce était l'un des pays qui maîtrisait mieux la circulation du virus. D'accord ? Bon. Alors certes, on a beaucoup glosé entre février 2020 et juillet 2020 sur le fait qu'en Allemagne, la circulation du virus était davantage maîtrisée qu'en France. Et là, du coup, on est reparti. Ça a nourri nos stéréotypes nationaux pour dire, vous voyez, comme d'habitude, les Allemands s'en sortent beaucoup mieux pour tout un tas de raisons. Donc on a ressorti à la fois des faits exacts et des clichés sur la différence entre l'industrie française et l'industrie allemande, etc. Sauf qu'au mois de novembre, on s'est rendu compte que pas du tout. Voilà, hein, on s'est rendu compte que finalement, les Français parvenaient beaucoup mieux à maîtriser la 2e et la 3e vague que les Allemands. Bien. Justement, réponse à la question, est-ce que c'est dû à cela, au fait que tout le monde a été touché, ou est-ce qu'il y a véritablement un sentiment de solidarité qui s'est créé ? On pourrait dire que le sentiment de solidarité a été favorisé par le fait que tout le monde était touché, y compris de manière contre-intuitive. C'est-à-dire que le fait que les Grecs se soient retrouvés pendant les 6 premiers mois comme un des pays d'Europe et du monde qui résistait le mieux à la circulation du virus et au nombre de morts, effectivement, faisait qu'ailleurs en Europe, on se disait, en tous les cas, on ne peut plus voir les Grecs de la même façon. D'accord. Pourvu que ça dure et pourvu qu'il n'y ait pas besoin d'un virus à chaque fois pour démontrer cette évidence. On en parlera très vite d'ailleurs sur l'avenir à plus long terme, au-delà de cette pandémie. Mais justement, pour faire la transition, à moins Luc que tu veuilles rajouter quelque chose. Oui, peut-être juste rapidement pour préciser un peu cette idée d'opinion publique, parce que je ne voulais pas avoir l'air trop naïf non plus. Hein. Dans le débat public, ce n'était pas uniquement de la charité qui a entraîné Mme Merkel à faire ce pas, mais bien sûr aussi des arguments économiques et autres. Et d'ailleurs qu'elle a pour la première fois aussi communiqué au public allemand. Elle a dit il faut venir au secours des Italiens, des Espagnols, non pas uniquement parce qu'ils sont en souffrance, mais aussi puisque c'est important pour nos marchés d'exportation, etc. Et très rapidement, parce que je trouve, par rapport donc à l'opinion publique, il y a eu cet effet phénoménal de comparaison. Hein. Puisque ce virus était tellement nouveau, nos dirigeants ne savaient pas à quoi s'en tenir, c'était de l'improvisation pure et totale. Le Premier ministre néerlandais, il a exprimé de façon la plus honnête, il a dit, dans une conférence de presse à la télé, avec 50% du savoir, nous devons prendre 100% des décisions. Donc ça, c'était cette phase. Et du coup, on regardait comment font les voisins. Comment est-ce que ça se fait que les Grecs se débrouillent entre les Belges et les Néerlandais, les Français et les Allemands, etc. Mais il y avait... Et c'était donc une façon aussi de contrôler nos gouvernements, parce qu'on pouvait au moins, dans cette incertitude totale, voir les voisins. Mais dans l'Union européenne, c'est encore plus qu'uniquement cette comparaison, parce qu'il y avait aussi la conscience que ce qui est décidé chez les voisins nous affecte nous aussi. C'est-à-dire, c'est très clair évidemment pour la politique sanitaire du moment que les frontières restent ouvertes.
mais même pour les mesures économiques, ici en France, on a remarqué que, franchement, l'Allemagne y va très fort avec les caisses publiques, les aides d'État, des centaines de milliards d'euros pour sauver les entreprises lors de cette pandémie. Mais si tous les pays n'ont pas les mêmes moyens, ça crée de vastes inégalités. Et donc, il y a eu vraiment un appel de l'opinion publique italienne directement aux dirigeants allemands. Donc, il y a un certain nombre de maires italiens, M-A-I-R-E-S, peut-être en partie aussi maires, vous voyez ce que je veux dire, mais des maires italiens qui ont acheté une page dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung pour appeler les Corona-Bonds, donc un soutien financier. Ils n'ont pas demandé à leur Premier ministre de parler à Mme Merkel, non, ils ont manifesté dans un espace public commun, et au-delà de la simple comparaison. Oui, alors là, c'est tout à fait une pierre de plus à la démonstration à travers tous tes ouvrages, qui est la constitution progressive de ce qu'on peut appeler un espace public, hein, en effet, c'est-à-dire où on ne passe pas seulement par le rapport entre nations. Au passage, je note quand même que vous n'avez pas beaucoup de chance aux Pays-Bas. Nous, en France, nos dirigeants savent toujours, et quel que soit leur parti. Donc, sans commentaire. Mais, non, mais il faut quand même le reconnaître, c'est une différence radicale. Je voulais alors justement rebondir sur cette question de la crise, ce que donc toute la démonstration qui est dans vos livres aussi. Pardon d'ailleurs, Sylvain, j'aurais dû citer Le pays des Européens, qui est, le titre le dit lui-même, cette idée que se crée un espace commun, une étaticité, hein, pour reprendre ton mot central, quelque chose justement, un objet politique non identifié, comme disait Delors, mais qui pourrait bien être une forme étatique d'un genre nouveau. Ce pays des Européens, donc, s'est forgé, bon an, mal an, dans cette crise, dans cette nouvelle crise. Mais je reviens donc à la question que j'avais déjà lancée et qui va nous faire passer à la deuxième partie de notre table ronde, c'est-à-dire à l'avenir, les scénarios. Alors vous mettez le curseur quand vous voulez, pas trop loin s'il vous plaît, parce que moi je ne serai plus là, vous serez encore là, mais 2030 ou 2050 je ne serai déjà plus, mais dans quelques années si possible, comment vous voyez évoluer l'Europe? Et notamment je vous pose une question très très directe, est-ce que tout simplement il y aura encore une Europe en 2050 ? Une Union européenne? Est-ce que véritablement le scénario de la disparition est absolument impossible, comme je disais dans l'introduction? Ou est-ce qu'il y aurait une Europe éclatée? Parce que, là je reviens sur ce que disait Sylvain Kahn, on n'a plus les sous-partis habituels, mais quand même, la question de l'Europe de l'Est, à propos de l'état de droit, de l'Est, enfin l'ex-Europe de l'Est, si j'ose dire, l'Europe orientale, centrale et orientale, quand même la question de l'état de droit, la question des méchants hongrois revient quand même très souvent, en tout cas dans le débat public français, et même aux Néerlandais, puisque les Néerlandais ont été très, très intransigeants sur la conditionnalité du plan de relance à l'état de droit. Donc, bon, je joue un peu l'avocat du diable, bien sûr, mais est-ce que vous pouvez déjà réagir là-dessus? Cette fois-ci, on va commencer par Luc, hein, sur... alors l'Europe, elle sera toujours là ou pas? Voilà, je sens qu'on est passé au tutoiement, et puisqu'on se connaît bien, on va s'excuser auprès du public, mais tu veux dire, on part de l'Europe, le projet politique Union européenne, sera-t-elle encore là en 2050? Moi, je vais mettre le curseur en 50, j'espère être là encore. Moi, je crois qu'il y a de fortes chances qu'elle sera encore là, mais ce n'est pas évidemment impossible, puisque l'histoire est ouverte, qu'elle n'y sera plus. Hein. Mais ce qui me frappe, quand même, disons, en tant qu'historien, dans les crises et même au-delà, dans les 70 dernières années, qu'il y a des volontés de vivre ensemble. D'ailleurs, il inclut de part et d'autre du Rhin, hein, ici, entre la France et l'Allemagne, et ici on est au cœur, où les dirigeants politiques et les opinions, je pense, mais au moins les dirigeants, à l'Élysée et à la chancellerie, se rendent compte à chaque fois que, bon, c'est très embêtant, ces Allemands, d'ailleurs aussi ces Français, vu de l'autre côté, mais ils sont nos voisins et nous devons faire quelque chose ensemble. Ça, c'est très fondamental, c'est un peu élémentaire ce que je dis, mais ça part quand même de là, en 1950, et à ce que j'ai vu, moi,
les années où j'étais dans les coulisses des décisions européennes, c'est toujours comme ça. Il faut que la France et l'Allemagne s'entendent. Et puisque ni la France ni l'Allemagne disparaîtront en 2050, ça je suis assez sûr, assez certain, l'Europe, en quelque sorte, sera là, ne serait-ce pour que ces deux pays-là puissent vivre ensemble correctement. Bon, est-ce que, très rapidement, est-ce que ce sera avec l'ensemble des États qui y sont aujourd'hui? Pour la Hongrie, je ne sais pas. Hein? Parce que c'est vrai que le pays est sur une trajectoire très inquiétante. Pour la Pologne, qui est sur une trajectoire tout aussi inquiétante, je pense que oui. Parce qu'il n'y a pas uniquement des questions d'état de droit et toutes les inquiétudes qu'on peut avoir, mais aussi des questions géographiques, géopolitiques dont nous discutons ces 3 jours ici à Saint-Dié. Et c'est-à-dire, pour des raisons à la fois historiques et politiques, l'Allemagne ne peut pas laisser partir la Pologne. À moins que la Pologne elle-même claque la porte, c'est encore autre chose. Mais l'Allemagne ne va pas virer les Polonais. Et là, il y a simplement trop de charges historiques par rapport à la Seconde Guerre mondiale et en ça, pour que ça soit pensable à Berlin. Pour les Hongrois, bon, ils ont passé une Deuxième Guerre mondiale un peu différente, je ne vais pas insister là-dessus, mais du coup, la question ne se pose pas dans les mêmes termes de culpabilité historique. Alors certains savent ici que je suis un grand amateur de foot, donc je vais faire un changement d'aile. C'est tout à fait possible que l'UE disparaisse. Luc n'a pas dit le contraire d'ailleurs, mais c'est vraiment possible. Ça ne veut pas dire que c'est probable, c'est très improbable, mais c'est vraiment possible. Pourquoi c'est possible? Ce qui rend ça possible, c'est que, comme le dit Paul Magnette, qui a longtemps été, il y a quelques années maintenant, un des plus enthousiasmants penseurs ou connaisseurs ou théoriciens de la construction européenne avant d'être happé par la politique. Maintenant, il fabrique l'Europe lui-même, il est bourgmestre de Charleroi et leader du Parti socialiste francophone en Wallonie. L'Union européenne n'est qu'un régime politique. Même entre 1940 et 1945 ou 1944, quand la France a été, disons, dépecée ou divisée en 4, enfin en 5 même, là je parle sous le contrôle de Marc Lazare qui est au premier rang, territoire, il y avait toujours la France. Hein. Les Pays-Bas sont là depuis au moins 5 siècles, et même quand ils sont envahis, il y a toujours les Pays-Bas. Alors que l'Union européenne, justement, scénario très improbable, mais après tout pas impossible, si l'Union européenne était envahie, alors on va dire si l'Europe est envahie, si l'Union européenne est envahie, qu'est-ce qui nous dit que l'Union européenne, c'est-à-dire cette entité territoriale assez récente, assez nouvelle, va demeurer dans l'histoire qui suivrait cette invasion? Si à un moment donné, l'interdépendance entre les Européens et les Chinois devient tellement asymétrique qu'elle devient plutôt, du point de vue européen, une dépendance, et que certains États, certains pays, certaines nations, certains morceaux de certains pays décident que finalement il faut tirer leur épingle du jeu dans le cadre de cette dépendance. Et à ce moment-là, l'Union européenne en tant que telle n'aurait plus d'intérêt aux yeux des acteurs en question. Alors, ça peut paraître complètement fantaisiste, ce que je dis, et j'espère que ça l'est. Mais aujourd'hui, et depuis le mi-temps des années 2010, il y a quelque chose qui, me semble-t-il, plus on le constate, plus paraît complètement déplacé, incroyable, qui s'appelle le groupe 17+1. D'accord ? 17+1, ça veut dire que depuis, je ne sais plus quand ça a commencé, en 2013 ou en 2014, il y a une réunion, il y a un sommet annuel de 17 dirigeants
d'autant de pays européens et des dirigeants chinois, 17 plus 1. Bon, là, la Lettonie vient de se retirer. Maintenant, on est passé à 16, mais peu importe. Et en fait, cette réunion a pour objet de décliner la fameuse Belt and Road Initiative, dont Michel Fouché a parlé à plusieurs reprises depuis 3 jours, que les Français appellent Nouvelle Route de la Soie. On est victime de la com politique chinoise, parce que les routes de la soie, nous, on trouve ça super. Mais c'est en fait un projet d'infrastructure mondiale au service de l'économie chinoise, piloté et financé directement par Pékin. Il y a 11 États membres de l'Union européenne, 11 États membres de l'Union européenne qui sont directement branchés sur ce projet. Et l'Union européenne ne dit rien en tant que telle, vous voyez ? Donc, c'est un signal de moins en moins faible qui pourrait, après tout, disons, qui autorise ou qui invite à imaginer une réponse à la question de Christophe. Oui, l'Union européenne peut disparaître d'une certaine façon. Voilà. Alors, ça ne me paraît pas du tout le scénario le plus probable, mais maintenant que j'ai fait ce scénario catastrophique, je m'arrête là pour l'instant. Alors, une réponse, justement, une façon pour des historiens de répondre plus aisément, plutôt, et merci pour cette précision chinoise que moi j'ignorais, je ne savais pas à quel point les choses étaient aussi avancées. Mais à quelles conditions, alors, posons la question un peu différemment, à quelles conditions nous pourrions envisager que l'Europe non seulement soit toujours là, mais soit plus forte ? Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui particulièrement critique que l'Europe doit rapidement résoudre dans les années à venir, sachant que nous terminerons, juste avant de vous donner la parole, sur l'immédiat, c'est-à-dire les échéances électorales, car je crois qu'il y a des échéances électorales dans quelques pays. Donc, quelles conditions vraiment impératives sont là, doivent être posées sur la table, afin qu'on garantisse cette pérennité du projet ? Oui, je crois que posé de cette façon, de façon très large, on n'échappe pas à la question de la puissance de l'Europe. Puissance de la façon dont les États membres, ceux qui font partie de l'Union européenne, réussissent ou non à s'organiser en tant qu'ensemble, en tant que bloc dans le monde. Ce qui est fort difficile, je vais peut-être y revenir. Sylvain a parlé des appétits chinois à cet égard, vis-à-vis notamment des pays de l'Europe de l'Est et orientale, et je suis d'accord avec lui qu'il y a là une vulnérabilité économique. Et juste pour l'anecdote, lors de la pandémie, les Chinois ont vraiment joué sur leur capacité d'apprivoisement. J'avais déjà rappelé tout à l'heure l'affaire italienne, mais ils ont aussi envoyé du matériel en Serbie, par exemple. Et là, le président Vučić lui-même est venu à l'aéroport de Belgrade pour saluer l'arrivée de l'avion chinois. Et à l'occasion, la Serbie, je vous le rappelle, ce n'est pas membre de l'Union européenne, mais pays candidat, vocation d'entrer un jour. Le président serbe a dit que la solidarité européenne était un conte de fées pour enfants et que lui, il croyait en son frère Xi Jinping. Donc voilà, il y a quelque chose. Il y a un vrai sujet, quand même. Mais il y a ce qui, comment dire, il y a une balance en même temps militaire et géopolitique là-dedans, puisque la plupart de ces pays-là, les pays baltes ont été cités par Sylvain. C'est pas un hasard que c'est l'un des pays baltes qui s'est retiré de cet ensemble parce qu'ils sont à côté de la Russie. Donc voilà, ils veulent bien les investissements, l'emploi grâce à la coopération avec la Chine, mais ils craignent aussi le grand voisin russe. Et pour contrer les desseins du grand voisin russe, de Vladimir Vladimirovitch Poutine, il regarde toujours de l'autre côté de l'océan Atlantique vers les États-Unis. Et comme les États-Unis, voilà, là on fait le tour du monde, mais comme les États-Unis sont quand même engagés dans un bras de fer de plus en plus visible et quasi violent avec la Chine, les Américains mettent beaucoup de pression sur
tous nos pays, je dis bien, pas uniquement les pauvres lettons et lituaniens, mais sur les Français, les Allemands, les Néerlandais et autres, de travailler moins avec la Chine, d'arrêter l'exportation de haute technologie, de ne pas acheter Huawei, ça on en a beaucoup parlé dans la presse il y a 2 ans. Et donc, le grand risque pour tous nos pays, c'est d'être pris en étau entre la Chine et les États-Unis. Si ce n'est sur le plan militaire, ça, j'espère qu'on pourra l'éviter, même si en tant qu'historien, j'ajoute qu'on a participé à des guerres sino-américaines dans les années 50 à propos de la Corée, mais bon, on va essayer d'éviter ça. On sera pris en étau sur le plan économique et technologique, où les deux superpuissances pourront nous obliger à choisir. Bon, soit vous exportez vers les Chinois, soit vous avez votre espace atlantique. Et ça, c'est fort désagréable. C'est fort désagréable. C'est pas simple de dire, bon, on arrête de faire du commerce avec la Chine, parce que ça va coûter des emplois. D'ailleurs, ici même, je dirais. Et donc, pour que, je reviens au point fondamental, pour que les Européens puissent peser et avoir une position plus ou moins autonome, s'il le faut, des États-Unis dans ce bras de fer des grands, il faut nous organiser autrement, il faut être moins naïf, et il faut définir nos intérêts en tant qu'Européens, qui ne sont pas toujours les mêmes et qui même divergent de plus en plus des intérêts américains, étant donné la géographie, on peut y revenir, la migration, l'Afrique, le Moyen-Orient, pour nous c'est à côté. Donc quand il y a de l'instabilité dans ces régions-là, ça nous revient dessus. Tout ce qui s'est passé en Afghanistan, le président américain Biden, il a clairement dit, bon, ce n'est pas notre affaire. Moi, je me casse et débrouillez-vous. Et ça veut dire que même si, bien sûr, Américains et Européens, Français et autres, nous sommes, je mets entre parenthèses l'affaire Trump, mais nous sommes des démocraties libérales, nous partageons les mêmes valeurs. Ça, c'est vrai, ça reste vrai. Mais sur le plan des intérêts, ça devient de moins en moins vrai. Et donc, ça nous oblige, je vais terminer de façon pessimiste, ça nous oblige à nous organiser mieux, parce que sinon, nous finirons pas comme vassaux de la Chine, mais des États-Unis. Et ce sera plus désagréable que lors de la guerre froide, où nous partagions valeurs et intérêts, puisque dans les États-Unis, tels qu'ils se dessinent, moi je suis plutôt inquiet là-dessus, ce n'est pas garanti que ça restera aussi bienveillant par rapport aux alliés européens que dans le passé. Ok, bien, la réponse finalement, disparition ou éclater, c'est plutôt dépendance qui se profile. Ça, c'est le grand risque, ouais. Voilà. Vasselage. Voilà. Dépendance qui pourrait se profiler, mais alors à ce moment-là, on a envie de... Je pose la question en même temps que je donne la parole à Sylvain, mais on devrait à ce moment-là prendre notamment conscience militairement de la nécessité d'une défense commune. Je n'ai pas l'impression qu'on avance à grande vitesse dans ce domaine, qui est un vieux serpent de mer franco-français, si j'ose dire. Mais en plus, avec le Brexit, on relie à ce qu'on a dit hier, où l'Angleterre étant l'autre puissance militaire du continent, je n'ai pas l'impression, j'écoutais récemment notamment tout ce qui se passe, tu as parlé de l'Afrique, au Mali, que la France soit extraordinairement soutenue par ses alliés européens au Mali, malgré la présence symbolique, y compris de Néerlandais d'ailleurs. Et d'Estoniens et autres. Voilà. Donc il y a quand même, et une des raisons sans doute du possible retrait français, c'est quand même la difficulté à tenir seul ce front et d'autres. Donc militairement, il y a peut-être aussi quelque chose à faire, et on n'a pas l'impression, j'ai vraiment pas du tout l'impression à écouter notamment nos amis néerlandais, qu'on est vers une solution européenne à ces questions de défense. Alors, moi, effectivement, donc là, si je comprends bien, on a déjà on a déjà dessiné ou esquissé au moins 2 voire 3 scénarios.
Donc, moi, j'ai proposé le scénario très sombre, c'est pas du tout prédictif. La LUC, si j'entends bien, vient d'évoquer 2 scénarios en un, c'est-à-dire soit celui d'une vassalisation pour tenir le coup, soit on tient le coup en développant des capacités d'autonomie. Et donc on devient un pôle dans un monde multipolaire. Voilà. Et je voudrais du coup proposer pas forcément un 3e scénario, mais un développement ou une variante scénario 3 d'une autonomie qui est, en reprenant l'expression qu'avec Jacques Lévy, donc, quand on a écrit Le pays des Européens, d'ailleurs je salue, il me semble voir Jacques au milieu de la salle, quand on a parlé de l'Europe comme modèle pour un monde habitable. C'est-à-dire que la confrontation avec la Chine, évidemment, a ceci de très particulier, qu'elle se fait dans le cadre d'une interdépendance économique et même sociale, d'une interdépendance qu'on pourrait appeler géographique, dans le sens, et d'ailleurs c'est ça aussi qui a révélé la pandémie, dans le sens où c'est bien parce qu'il y a des flux de population liés à des considérations commerciales et professionnelles. Hein. On parlait de la Lombardie et de Bergame tout à l'heure, bien entendu. En Lombardie ainsi que dans le nord de cette 3e Italie, l'Italie du centre, hein, qui est restée une Italie très industrielle, et en particulier du point de vue de l'industrie textile ou de l'industrie de l'ameublement, il y a des liens, hein, des flux, hein, financiers, de personnes, de machines, de produits extrêmement denses avec la Chine. Hein, c'est-à-dire, si l'Italie a été de la manière la plus, en tout cas la plus visible, la porte d'entrée du Covid en Europe, et encore une fois, l'Italie la plus riche et la plus industrieuse et la plus industrielle, c'est précisément en raison de ces interdépendances. Donc, ces interdépendances pourraient effectivement, disons, mal tourner, hein, pour des raisons que j'ai esquissées de façon beaucoup trop rapide et beaucoup trop schématique tout à l'heure, mais elles pourraient aussi tourner, disons, à l'avantage des Européens. Hein, c'est-à-dire que, à la différence de la Russie, la Chine est très loin. Petit 1, et par conséquent, sauf pour ce qu'on peut en comprendre, et moi j'ai tendance à croire qu'en politique étrangère, il me semble que l'expérience historique et géographique témoigne plutôt du fait que les dirigeants mettent en place la politique étrangère ou mondiale qu'ils annoncent, et qu'ils ne font pas ce qu'ils n'annoncent pas. Hein ? Petite parenthèse sur l'Afghanistan, hein, il y a eu énormément de commentaires par des observateurs, en particulier en France, en juillet, août, pour dire que les Européens étaient complètement pris par surprise. J'étais un peu surpris. Alors je suis remonté un peu dans le temps de l'année 2021. Et si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste ni des États-Unis, ni de l'OTAN, ni de la défense, mais la décision de quitter l'Afghanistan a été endossée par un conseil ministériel de l'OTAN à la mi-mars mi-avril, le 14 avril, si ma mémoire est bonne, 2021. Donc, le 14 avril 2021, c'était annoncé publiquement. Alors après, on peut débattre. Est-ce que, annoncé par l'OTAN, c'était à la demande pressante des États-Unis, ou est-ce que c'est une décision qui a été délibérée au sein de l'OTAN ? Je vous rappelle quand même que l'OTAN, il y en a qui disent que c'est que de la façade, mais il y a beaucoup de contre-exemples qui montrent que ce n'est pas de la façade. L'OTAN est une organisation dont le fonctionnement, sans être collégial, autorise le droit de veto. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises ces dernières années qu'un membre de l'OTAN mette son veto à une décision et que les États-Unis, du coup, fassent autrement que ce qu'ils avaient demandé à l'OTAN d'endosser. Voilà. Et si j'ai bien compris, sur Kaboul, ce que Biden a fait, c'est qu'il a, au dernier moment, changé la date du retrait. Hein, la décision du 14 avril, c'était l'OTAN se retirera au plus tard le 11 septembre. Et puis un jour, Biden a dit, là pour le coup, il a consulté personne, ça sera le 25 août. Alors, Sylvain, si on pouvait quitter pardon, l'Afghanistan. ok.
Donc juste, C'est fait, hein, on a quitté l'Afghanistan. On a quitté l'Afghanistan. Alors, Pour de bon. donc modèle, l'Europe comme modèle de monde habitable, ça veut dire que les Chinois, à la différence des Russes, évidemment, ils ne vont pas du tout avoir envie, de dominer territorialement, d'accord, l'Europe. C'est trop loin, ça n'a pas d'intérêt. Hein. La Chine, moi c'est ce qu'il me semble, considère que l'Europe est un vaste gisement de ressources dans tous les sens du mot. Ressources touristiques, ressources patrimoniales, ressources d'innovation, voilà. Donc le régime, parce qu'on dit les Chinois, c'est pas les Chinois, c'est le régime communiste chinois, d'accord, considère que l'Europe est un vaste gisement de tout un tas de choses très très chouettes dans lequel on essaye de se servir. Si les Européens, comme ils essayent de le faire, et peut-être que là Luc pourra nous parler de son expérience, puisqu'il a quand même été au sein du Conseil européen pendant 5 ans, si je ne m'abuse, hein, donc il voit très bien comment ça, c'est un témoignage absolument rare et extraordinaire. Hein. Si les Européens, ont de la suite dans les idées, et comme ils le disent depuis 2019, mettent en place de manière concrète une politique de réponse à la définition qu'ils ont eux-mêmes donnée de la Chine, à savoir que la Chine est devenue un rival systémique, il y a tout à fait moyen pour que les Européens obtiennent des Chinois de se faire respecter dans le cadre d'une interdépendance économique. Parce que les Européens restent un marché, un gisement très 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 attractif pour le régime communiste chinois, qui peut avoir envie de respecter, pour continuer à avoir accès à ce gisement de ressources, les conditions que mettront les Européens, comme ils sont en train de dire, comme nous sommes en train de voir nos dirigeants européens, dire qu'ils vont le faire avec la fameuse taxe carbone aux frontières. Taxe carbone aux frontières, peut-être que les Chinois réagiront très mal, peut-être qu'au contraire, ils réagiront en disant « Ok, asseyons-nous autour d'une table et voyons comment on peut faire en sorte que cette taxe carbone ne soit pas trop dure pour nous. » Bien, je voudrais justement qu'on termine sur cette question vaste des scénarios du futur, mais juste un petit mot, je vais vous demander maintenant de répondre très brièvement, si c'est possible, enfin brièvement déjà, parce que je voudrais donner la parole au public dans 7-8 minutes pour que nous terminions dans les temps. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu, je fais toujours l'avocat du diable, car pour renforcer la main de l'Europe dans ce débat, la Commission vient de prendre 2 décisions quand même un peu étonnantes. Une décision sur la question énergétique, où l'Europe, qui est pourtant, vous le savez, on ne le répète pas assez, est exemplaire en matière écologique. La Commission vient de prendre des décisions maximalistes à l'horizon 2030 et 2050 sur la réduction des gaz à effet de serre d'un continent qui est celui qui en rejette le moins. Est-ce que ça n'est pas tuer la compétitivité européenne vis-à-vis de la Chine, par exemple, dont les émissions de gaz à effet de serre, on oublie de le rappeler souvent, sont, elles, en augmentation constante. Deuxièmement, la Commission européenne propose aussi une nouvelle politique agricole commune marquée par la réduction des pesticides, marquée par la réduction des surfaces cultivées, ce qui provoque, je viens d'avoir confirmation, la grande joie cette fois-ci des Américains, qui se disent « mais c'est génial, on va avoir un concurrent de moins sur les marchés agricoles mondiaux ». Donc la question est, est-ce que nous ne prenons pas des décisions par générosité anthropologique, on pourrait parler d'immigration, on n'a pas le temps de parler de tout malheureusement, qui nous affaiblissent vis-à-vis justement de ces 2 grands blocs? Ouais, pour la question de la transition énergétique, c'est vrai que les Européens sont ambitieux et les dirigeants sont sans doute plus ambitieux qu'une majorité de l'opinion. Mais en même temps, il y a peut-être une minorité qui devient majoritaire. Je veux dire, l'opinion est divisée là-dessus. Hein. C'est aussi une question de génération. Les jeunes sont très mobilisés sur la question du climat et de l'énergie, tandis que les générations des plus âgés sont réticents ou peut-être plus réalistes à certains égards. Je voudrais juste préciser que voilà, ce n'est pas la Commission européenne qui lance un plan et qui décide, hein, mais ces ambitions énergétiques ont été souscrites par 26 sur 27 pays, tous sauf la Pologne, mais ça c'est lié à l'industrie, la dépendance de la Pologne du charbon.
Donc, c'est une décision portée. Est-ce qu'elle va être portée sérieusement et est-ce qu'on a bien pris en compte tous les risques à la fois par rapport aux opinions publiques, parce que ne vous inquiétez pas, à Bruxelles aussi, ils ont vu les gilets jaunes et tout le monde en parle aussi par rapport à ces décisions-là et des risques, disons, comme tu viens de dire, par rapport à la Chine. Je l'espère, mais je n'ai pas des données plus concrètes. Une réaction là-dessus brève, Sylvain? Il me semble, Christophe, que la question que tu poses, et donc qui se pose aux dirigeants européens en général, ici incarnée par la Commission et par Ursula von der Leyen, qui est vraiment une femme politique. Hein, ça, c'est très important, me semble-t-il, de réaliser qu'on a là une présidente de Commission qui vient vraiment du monde politique, hein, qui fait de la politique, et donc qui est très sensible à ce dont parlait Luc, c'est-à-dire au mouvement d'opinion, et en particulier à la manière dont ces mouvements d'opinion se sont traduits dans les élections européennes de 2019. Hein. Quand même actuellement, au niveau européen, une politique, me semble-t-il, qui cherche à répondre à la demande sociale et politique qui est portée par le nouveau Parlement européen élu en 2019. Donc, la question que tu poses, c'est une question qui s'adresse en vérité à tous les dirigeants, ou à toutes les sociétés. C'est-à-dire, de toute façon, si on veut lutter contre le changement climatique, il va y avoir énormément de casse. Voilà. Alors, la question de savoir si il faut limiter la casse parce qu'on risque du coup d'être marginalisé par les Américains et par les Chinois, est une question légitime. Moi, j'aurais tendance à répondre que c'est l'inverse. Ma réponse est plus inverse, c'est-à-dire que plus tôt on prendra le tournant, et plus vite, à moyen terme, on sera devant les Américains et les Chinois. Parce que ce n'est pas juste un problème de compétitivité, c'est qu'à un moment donné, ça va vraiment nous retomber dessus. Donc moi, ma réponse serait, oui, les Européens, les dirigeants européens, et là c'est la Commission qui en est le porte-étendard, ont complètement raison de donner un coup d'accélérateur. Simplement, il faut que ça s'accompagne d'une politique industrielle, d'une politique sociale. Et d'une taxe carbone, du coup. Bien sûr. Bien, juste un dernier mot. Alors là, je vais vous demander de réagir très rapidement parce qu'il y a des élections, il y a eu des élections allemandes. Bon, vous savez que les élections allemandes, à la différence des élections françaises, on a la réponse 3 mois plus tard. Hein. Mais ces élections allemandes, donc le départ de Madame Merkel, surtout que Luc a bien connu dans les nuits bruxelloises, et en tout bien, tout honneur. Hein. Mais ce départ d'un tempérament particulier, quand même, qui est une femme très, très, très spécifique dans sa gestion de l'Allemagne et de l'Europe, et notamment dans ses franchissements de cap, les élections françaises, qui sont imminentes, et entre les deux, si j'ose dire, la présidence française de l'Union. Vous savez, pour les 6 prochains mois, qui se mêlent au calendrier électoral français, ce qui d'ailleurs va rendre les choses un peu compliquées pour le président, sans doute, et pour le débat français. Et comment vous voyez, déjà à court terme, est-ce qu'on prend les bonnes directions par rapport aux grands enjeux qu'on a évoqués, ou est-ce que vous dites, laissons passer ces 6 mois un peu délicats? Je sais qu'on a très peu de temps, mais je voudrais quand même enchaîner très brièvement sur le mot tempérament que tu as utilisé, Christophe, parce que je crois que c'est très important pour comprendre que l'Union européenne, ce n'est pas uniquement des pays qui se rencontrent ou qui font de la politique ensemble, ce sont aussi des personnalités avec leur caractère. Et là, je me souviens de moments très précis au début d'une autre crise en 2010, quand la Grèce a failli faire faillite. Moi, je travaillais alors pour le président du Conseil européen, le Belge Herman Van Rompuy, qui avait réuni Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et le Premier ministre grec Papandréou dans son bureau avec une déclaration dernière minute qu'on avait rédigée avec son cabinet. Donc, Van Rompuy, il sort le papier de sa poche. Sarkozy lit le papier, comme ça. D'accord, Herman, c'est parfait. La chancelière Merkel lit le même papier une fois. Elle relit une 3e fois. Puis elle demande au Premier ministre grec, « Alors, tu ne demandes pas de l'aide financière aujourd'hui, si j'ai bien compris ?»« Ah, non, dit-il, pas aujourd'hui.
Alors on ajoute une phrase, la Grèce ne demande pas de l'aide financière, et là-dessus, ils sont tous les trois contents. Sarkozy parce qu'il pouvait aller à la presse annoncer l'accord, Merkel parce qu'elle pouvait dire à son Parlement que l'aide financière, ce n'est pas pour demain, et le Premier ministre grec parce qu'il n'était pas humilié, parce qu'il ne demandait pas de l'aide. Alors, en même temps, ce sont des personnalités, mais ce n'est pas un hasard, évidemment, que le chancelier allemand ait ce caractère-là. Et qu'un président français ait ce caractère qu'avait Nicolas Sarkozy. Certes, on a eu une présidence normale après, mais par rapport à la moyenne française, c'était anormal. Et donc, le nouveau chancelier allemand, il sera un nouveau Merkel. Et surtout si ce sera Olaf Scholz, qui, même s'il vient de notre parti, du SPD, se veut vraiment, il veut incarner, il fait même les mêmes mouvements très célèbres de Merkel avec les mains comme ça, en carreau. Il veut incarner, comment dire, stabilité, solidité, équilibre, balance, et je pense qu'il le fera très vite aussi au Conseil européen parmi ses pairs. Alors, pour revenir brièvement à la France, ce qu'on demande alors dans une division de travail entre personnalités un peu cliché, mais il y a du vrai là-dedans, c'est que voilà, les Allemands, ils sont là pour la stabilité, et les Français sont là pour avoir des idées, donner de l'impulsion, de l'énergie, et c'est ce qu'on demande des Français. Et alors, à cet égard, tout le monde regardera évidemment les élections françaises. Je pense que ces élections françaises seront plus importantes pour la politique européenne et pour l'avenir et des perspectives dont on vient de débattre que les 6 mois de présidence française. C'est sympathique, mais ça permet de faire avancer tel ou tel dossier, mais ça n'a pas un impact sur le fond pour moi. Et ces élections françaises sont aussi plus importantes que les élections allemandes l'ont été, parce que tous les candidats, tous les partis, enfin, du point de vue européen, ils sont tous au centre, pro-européens, comme on dit, avec des positions, bon, on n'a pas de temps de détailler les différences, mais dans le fond, on va continuer à faire un petit peu plus et on aime bien l'Europe. Hein, tandis qu'en France, c'est un vrai sujet de campagne, sans doute, par rapport à la migration, par rapport à l'avenir, et un sujet qui clive beaucoup plus. Donc là, on va regarder de façon intense en toute Europe comment ça se présentera, je ne sais plus quand, tel ou tel, du mois d'avril 2022. Sylvain, juste une petite réaction ou un accord avec Luc, tout simplement, ou un désaccord radical. Disons que l'enjeu, quelle que soit la nouvelle coalition qui accédera au pouvoir en Allemagne et quel que soit le candidat ou la candidate qui deviendra ou restera président en France à l'issue des élections, l'enjeu, s'agissant de l'Europe, me semble-t-il, c'est de savoir si le plan de relance demeurera un one-shot, une exception. Il y a eu une crise exceptionnelle, on a mis en place un dispositif exceptionnel, et puis on reprend les choses comme avant, budget ordinaire, critères de Maastricht, législation sur les aides d'État, ou bien, quelle que soit, encore une fois, la configuration, s'il y a un saut qualitatif, en fait. Ouais, une bifurcation. Hein, Luc parlait de révolution tout à l'heure. Et que donc, il y a un changement de paradigme. On se dit, bah, après tout, ça a tellement bien marché, d'émettre des bons du Trésor européen, de lever une dette européenne, ça a marché du tonnerre de Dieu. Et puis finalement, bah, autant s'en servir, continuer comme ça, de manière régulière et récurrente, même si on se pinaille pour le périmètre d'utilisation de ce nouveau dispositif. C'est ça l'enjeu, me semble-t-il. Très bien, je vous remercie tous les deux pour le moment, mais je voudrais voir si dans le public, vous avez soulevé beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions. On n'a pas pu les aborder toutes, mais on essaie d'être complémentaires par rapport à d'autres tables rondes. Qui voudrait prendre la parole? Est-ce qu'il y a un micro qui circule? J'ai oublié de poser la question. Le micro est ici devant, je pense. Il y a un micro ici devant. Alors, donc, voilà. si mes souvenirs sont bons depuis hier, vous pouvez venir ici devant, monsieur, et poser votre question au micro.
Bonjour, je m'appelle Yves Depoux, je suis professeur d'histoire à la retraite, donc on a ce point en commun. Et je pense qu'en fait, l'histoire, pour moi, c'est la construction de l'avenir, et pas comme le pensent beaucoup de nos politiciens, ni le passé. Alors j'interviens pour deux choses. La première, c'est pour confirmer ce que vous avez dit sur la pandémie. En fait, il se trouve qu'aujourd'hui, les pays d'Europe, l'Union européenne, ont une assez faible cas, une trentaine de milliers pour la France, alors qu'il y en a 450 000 au Royaume-Uni. Et si on fait le total du Royaume-Uni qui est hors Union européenne, eh bien, il y a plus de cas au Royaume-Uni que dans tout le reste de l'Union européenne. Donc, deuxième chose, c'est concernant le Brexit. À mon avis, les Britanniques sont surtout sortis parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir de la part des Européens, c'est-à-dire des Allemands, des Italiens, etc. Ils n'arrivaient pas à obtenir une participation à la défense. Pendant longtemps, les Britanniques et les Français ont essayé d'obtenir une Europe de la défense qui ne s'est pas produite. Alors ce que moi je souhaite, c'est qu'elle se produise, mais qu'elle va se construire avec, on va dire, une dizaine ou une douzaine de pays. Et en fait, un petit peu à l'instar de ce que vous avez avec le groupe des 17, qui, par rapport au texte de Lisbonne est hors la loi, puisqu'on n'a pas le droit de faire de coopération à moins de 20 pays, et il faut que les pays qui ne sont pas participants ne s'y opposent pas. Donc, normalement, c'est hors traité. Hein. Donc, je pense qu'à ce moment-là, les pays de l'Ouest, concernant le Benelux, la France, etc., l'Allemagne, etc., pourraient très bien, eux, envisager de mener une politique étrangère et de sécurité commune. Pour moi, l'autre chose, c'est que je souhaite qu'entre la France et l'Allemagne, on décide que tout Allemand installé en France, s'inscrivant sur la liste civique française, vote à toute élection française. Idem pour les Allemands, ça fera jouer 200 à 300 000 personnes, c'est tout. Ça ne changera strictement rien aux élections, mais ça fera que cette fois-ci, ce sont les peuples qui construisent l'Europe et plus seulement la classe politique. C'est ce que je voulais vous signaler. Merci. Merci pour vos propositions, ce qui passe en effet par tous les éléments d'un espace public qui était d'ailleurs dans les projets du président Macron. Vous vous souvenez, dans le discours de la Sorbonne, les partis transnationaux, etc. Est-ce qu'il y a une autre question? Nous pouvons. Oui. Alors, je vais vous demander si on n'a pas beaucoup de temps. Je vais juste vous demander si vous voulez, ceux qui veulent poser une question, de vous rapprocher du micro pour que nous ne perdions pas le temps de l'itinérance. Bonjour. Rapprochez-vous. Bonjour messieurs, je suis étudiant en sécurité globale et j'aurais deux questions très simples. La première, est-ce qu'au bout du compte, les pays d'Europe de l'Ouest ne souhaitent pas assimiler un modèle libéral les pays d'Europe de l'Est? Et la deuxième, où est passée la Commission géopolitique européenne au vu des événements précédents, des semaines précédentes? Alors, la Commission géopolitique européenne, c'est-à-dire? Ouais, je pense que ce que vous voulez dire, c'était un peu le titre qu'avait choisi Ursula von der Leyen au début de son mandat. C'est-à-dire, elle a dit à plusieurs reprises, je veux mener une commission géopolitique. C'était à la différence de son prédécesseur Jean-Claude Juncker, qui lui voulait une commission politique. Donc c'était 3 lettres de plus, mais qui importe bien sûr pour notre discussion ici. Je crois que par là, elle a mis la barre très haute, hein, donc au grand risque de décevoir, dont acte en effet. Mais je crois que dans le fond, elle a voulu dire que la commission aussi, qui s'occupe avant tout des sujets économiques, industriels, le marché et tous ces sujets-là, devrait inclure dans la façon de proposer et de rédiger, etc., la dimension géopolitique, la dimension pouvoir, la dimension internationale. Et que nous ne vivons plus dans un monde que la Commission européenne a cru pendant très longtemps, où on pouvait séparer ces questions, où on pouvait séparer les questions économiques et sécuritaires. Bon, je ne dis pas que le travail a été fait de façon convaincante, hein, vous m'avez bien entendu, mais je crois que l'amorce de ce qu'elle a voulu dire là, est juste. Sur le libéralisme, est-ce que tu peux répondre ou veux répondre sur la conversion libérale forcée des pays d'Europe orientale? Je répondrai peut-être
d'une manière un peu provocatrice. Il me semble, déjà, je pense qu'il faut être prudent avec le maintien de cette représentation d'une Europe de l'Ouest et d'une Europe de l'Est au sein de l'Union européenne. La guerre froide est finie. Bon. Donc il n'y a plus le bloc de l'Est, enfin, c'est pas un problème de bloc, mais je veux dire, il n'y a plus d'Europe communiste et il n'y a plus d'Europe capitaliste. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'était, même du temps de l'Empire soviétique, il y avait des nuances et parfois des différences tout à fait palpables entre les différentes démocraties populaires qui étaient dans l'Empire soviétique. Alors, depuis que ces pays sont devenus des pays libres, bien entendu, les différences se sont encore plus épanouies. Et c'est là où mon point peut être un peu provocateur, mais c'est pour la discussion. Il me semble qu'à certains égards, les politiques publiques mises en place par les gouvernements, donc des pays rentrés dans l'Union européenne depuis 2004, sont à certains égards, et parfois à de nombreux égards, bien plus libérales que ce qui se fait dans les pays de l'ancienne Europe de l'Ouest. Voilà. En fait, c'est toujours l'éternelle question, qu'est-ce que le libéralisme? Mais là, si vous avez 3 heures, on peut peut-être continuer, mais la définition du libéralisme est tellement... La définition elle-même est variable d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre. En effet, sur le plan économique, en tout cas, la réponse est indiscutable. Les pays d'Europe de l'Est sont beaucoup plus libéraux qu'un pays comme la France, par exemple. Si on regarde tous les indicateurs économiques du libéralisme, en matière notamment de prélèvements obligatoires, etc., et de dépenses publiques, de système de santé, etc. Maintenant, vous parlez sans doute des enjeux sociétaux, on va dire, et la question de l'état de droit. Hein. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette question des... Enfin, il faut savoir, et justement... Sylvain en parle beaucoup. N'oublions jamais que toutes ces questions sont actuellement à l'examen de la Cour de justice. Hein. La Cour de justice européenne est en train de creuser le sujet. Non mais disons, en fait, là aussi, je tirerais la réponse du côté peut-être du paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a clairement dans 2 des anciens pays, des anciennes démocraties populaires, en l'occurrence la Hongrie et la Pologne, des gouvernements qui sont portés par des majorités parlementaires et des succès électoraux, qui se réclament d'une idéologie et d'un programme idéologie et programme illibéraux. Bon, je veux dire, c'est porté par exemple en Hongrie par le Premier ministre Viktor Orban depuis 10 ans. Je veux dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'on pourrait vous retourner la question. Hein, c'est-à-dire que, franchement, si les pays d'Europe de l'Ouest voulaient tordre le bras de Viktor Orban ou refuser qu'il puisse émerger un programme de type illibéral mis en place dans un pays européen, à ce moment-là, soit ils ont vraiment échoué et ils sont très faibles, soit ils ne l'ont pas fait. Voilà, ça fait 10 ans que vous avez un gouvernement, une majorité parlementaire, 3 élections de rang qui ont été gagnées, d'accord, qui est un programme ouvertement illibéral. Bien, je vois qu'il y a encore une dernière personne. Non, je suis désolé, on va juste reprendre parce que je vois que le temps tourne et je ne voyais pas dans l'ombre. Veuillez m'excuser, monsieur. Je vous en prie. Très rapidement, dans un contexte où vous l'avez dit, les États-Unis prennent un petit peu de recul et donc il faut qu'on apprenne un petit peu à vivre sans lui. Est-ce que la présidence française pourrait être l'occasion d'initiatives? Je prends deux exemples. Dans le domaine de la défense, hein, on a vu quand même une solidarité politique naissante en réaction à l'affaire des sous-marins. Et puis deuxièmement, peut-être dans les technologies d'avenir, on a vu un très bel exemple entre la Hollande et la France en matière de physique quantique. Est-ce qu'il y a d'autres exemples et est-ce que, sans grand bouleversement, j'ai entendu votre point de vue, est-ce qu'on peut espérer des initiatives heureuses renforçant dans d'autres domaines que le sanitaire une politique européenne? Exactement. Là, vous mettez exactement le doigt sur les 2 ou 3 sujets où la présidence française pourra et voudra sans doute faire avancer les choses. Le plan de la défense, bon, là, il y a au rendez-vous, ou au menu plutôt, c'est un peu technique, mais l'idée que une défense commune commence par une prise de conscience commune de ce
que sont les menaces, nos intérêts, etc. Et à cet égard, on travaille à Bruxelles à une boussole stratégique qui doit être adoptée sous présidence française. Donc, qu'on voit les mêmes menaces et qu'on les juge et pèse de la même façon. Donc ça, c'est un pas important, et un préalable indispensable même à des projets plus concrets sur les marchés de défense, etc. L'autre sujet, en effet, c'est l'industrie, la technologie. Et là, la Commission européenne de Madame von der Leyen, mais où il y a aussi un commissaire français très actif que vous connaissez bien, Thierry Breton, travaille beaucoup, justement pour éviter que nous soyons coincés entre la Chine et les États-Unis, par exemple dans le domaine technologique, en poussant la production aussi sur territoire européen des microprocesseurs, des semi-conducteurs. Bon, là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour que, en tant qu'Européens, nous disposions aussi d'un peu de réserve, de production en nous-mêmes, pour que les vulnérabilités qui ont été révélées lors de la pandémie notamment et dans les dernières années ne se reproduisent pas. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Ça, c'est les deux sujets où on peut en effet espérer le plus. Et je pense que toutes les opinions européennes, en dehors de la France aussi, ont ressenti ces vulnérabilités et ces faiblesses, et que donc ça ne devrait pas être trop facile cette fois-ci de faire des avancées vraiment concrètes aussi. Merci beaucoup de cette mise au point très, très technique. Mais écoutez, je crois que nous avons abordé autant de sujets que possible. Alors j'ai dans l'oreillette Éric Zemmour qui me dit qu'on a oublié l'essentiel, qui était l'immigration. Mais je pense que tout ce qui a été dit, en fait, nous ne l'avons pas oublié parce qu'il y a eu quand même pas mal d'allusions. Tout ce qui a été dit sur les mécanismes, la prise de conscience de défis communs, voire de dangers communs, la question de l'Europe de l'Est sur cet enjeu des migratoires qui est fondamental aussi, tout cela en fait est conditionné par, je crois, les réponses que vous avez apportées, en tout cas à mes yeux, c'est-à-dire que si on met en place et les mécanismes, et la volonté, et les personnalités, encore je retiens bien ça, qui vont avec, mais tous les historiens savent, même si ce n'est pas très à la mode, que les personnalités jouent un certain rôle en histoire. Donc je pense qu'on répondra aussi à cet enjeu que M. Zemmour, nous n'avons point oublié. Je vous remercie tous et je vous encourage à aller voir justement la prochaine table ronde sur la question de la démocratie en Europe, qui est évidemment un enjeu essentiel aussi, encore une fois, que nous avons voulu laisser à nos collègues. Merci infiniment de vous être déplacés un dimanche matin.